Donc on redémarre l'enregistrement. On n'avait pas réussi la dernière fois. Bien, bonsoir. Nous sommes peut-être pas très nombreux, mais je pense que la discussion n'en sera pas moins intéressante. Le débat, notre muninage que nous avons l'habitude de faire au moins une fois ou deux par an, qui est en général plutôt roboratif. Alors le sujet de ce soir, c'est la démocratie en danger. Euh, c'est un terme que nous avons choisi, mais qui est repris par beaucoup, pas repris, mais utilisé par beaucoup en ce moment. Euh, et j'ai le télérama de ce jour. Les milliardaires de la tech vont-ils tuer la démocratie? C'est parce que c'est de ce jour, mais j'en ai quelques autres à la maison. Bon. Je crois que c'est vraiment une question fondamentale que nous allons essayer de débattre aujourd'hui. Je voulais vous donner quand même quelques informations avant tout sur le cercle. Euh, nous n'avons pas pour le moment d'autres plénières avant le mois de novembre. Alors peut-être on arrivera à en mettre une, mais la difficulté, c'est que les vacances de la Toussaint se placent le 18 ou 19 octobre, donc il ne reste pas beaucoup de temps. Euh, donc c'était pas simple de mettre une plénière d'ici les vacances de la Toussaint. Trop de vacances, hein. Euh, euh, mais on essaiera peut-être d'en mettre deux au mois de novembre, ce qui permettra de rattraper un petit peu le temps. Alors la date du 19 novembre, c'est Jean-Paul Delahaye, euh, qui est un ancien président de la Ligue d'ailleurs. Il a été administrateur. Administrateur, oui. Mais qui a été un grand administrateur de l'école publique, puisqu'il a été directeur de l'enseignement scolaire au ministère de l'enseignement et de l'éducation nationale. Et donc qui viendra nous parler le 19 novembre, qui viendra nous parler, selon son souhait, d'un thème qu'il a traité dans un de ses livres, d'un de ses derniers livres, qui concerne un problème qui est actuellement en recrudescence, c'est-à-dire le fait qu'un certain nombre d'enfants de milieux populaires ou même de milieux pauvres ont un accès difficile à l'école et au trajet scolaire, c'est-à-dire qu'il y a de nouveau un recreusement des inégalités scolaires dans notre pays. Et il viendra nous en parler, il viendra nous expliquer pourquoi et peut-être ce qu'on peut faire. Voilà. Donc c'est un thème qui participe d'ailleurs de notre discussion de ce soir sur la démocratie, puisque sans doute que l'éducation nationale, c'est aussi une fabrique du citoyen. Et à partir du moment où on fabrique de mauvais citoyens, où on fabrique des citoyens de seconde zone, il ne faut pas s'étonner si la démocratie est un petit peu bancale. Voilà. Euh, Quelques autres informations. Nous aurons un autre, déjà fixé hein, à peu près. Nous aurons une autre intervention qui est de Vincent Tiberge. Vous avez peut-être vu certaines de ses interventions. Il a écrit un livre récemment assez intéressant. Il intervient beaucoup sur cette question. Est-ce que la France est devenue à droite? Il estime que ce n'est pas tellement la France qui est devenue à droite, mais plus les médias et un certain nombre de politiques qui jouent sur les médias, mais aussi un certain nombre de partis politiques qui... donc, il estime que les Français, d'un point de vue général, ne sont pas aussi à droite qu'on le dit. Donc, je trouve que cette question est intéressante et il a accepté de venir nous en parler. On n'a pas encore fixé la date. Je dois le rappeler demain. Il y a une autre personne qui, elle, a accepté de venir, c'est Marc-André Séloche. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un biologiste que j'aime beaucoup, qui est au Muséum d'histoire naturelle et qui a écrit deux bouquins récemment, un qui s'appelle L'origine du monde, reprenant
un tableau célèbre, mais il parle de l'origine du monde sur les sols et la vie dans les sols, disant que le monde, il est venu de là, de la mer, mais aussi du sol. Donc un livre très, très intéressant. Et le dernier qu'il a écrit, il a des prétentions littéraires, mais justifiées. Donc ce n'est plus l'origine du monde, mais c'est Nature et préjugés. Pas besoin de vous expliquer pourquoi ce titre. Et c'est comment remettre l'homme et les sociétés dans la nature ou dans l'ordre naturel, ce qui aujourd'hui n'est plus tellement. Alors il viendrait, lui, le 7 janvier. Et puis il y a d'autres personnes qui sont en cours de contact, notamment qui avait parlé d'une femme chef d'orchestre qui pourrait venir sur la culture. Et bon, mais ce soir, on va peut-être se proposer d'autres personnes qui pourraient venir. Et c'est l'un des sujets, l'un des objets de cette réunion, de voir si on ne pourrait pas organiser des débats avec d'autres personnes sur les questions de la démocratie en particulier. Et d'organiser une partie de nos plénières cette année sur cette question. Voilà, j'ai dit l'essentiel. Denis et Michel ont préparé des textes qui étaient un peu des textes introductifs que vous avez dû recevoir dans la. C'était dans la lettre d'invitation, il fallait les télécharger. Ah. Jean-Paul, tu n'y es pour rien. Il faut lire la deuxième ligne, télécharger. Tu sais, on est moderne. Hein. Voilà, voilà. Tu as raison. Tu as raison. Voilà. Donc, mais tu peux en faire un petit résumé, oui, synthèse. Non, mais je le. Et puis, éventuellement, Denis pourra en parler aussi de son texte. Voilà. On y va. D'accord. Comme nous vous l'avions écrit dans l'invitation, c'est vrai que la démocratie est en danger. Alors moi, je préfère plutôt être positif. Je préfère plutôt dire qu'il faut relancer, régénérer, voire réparer, même si le terme est un peu connoté actuellement, la démocratie occidentale, la démocratie libérale telle que nous la connaissons, parce que c'est vrai qu'elle recule dans de nombreuses zones. Il y a l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir dans certains pays, les démocratures ou les démocraties libérales, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, c'est des espèces d'oxymores qui cherchent à cacher certaines vérités. Il y a une violence croissante aussi dans les sociétés, aux USA, en Inde et dans de nombreux pays. Et il y a surtout, et c'était ça qui avait été un peu la genèse de ma réflexion, un rejet croissant de la démocratie occidentale par les pays du Sud. C'était notamment au niveau de l'Ukraine, beaucoup de pays se sont désolidarisés de l'Occident et comprendre pourquoi. Alors c'est vrai que c'était trop facile de dire bon, ce sont des États voyous, il y a des petites cliques à la tête de certains pays, etc. Non, je pense qu'il faut s'interroger sur ce qu'est devenu notre démocratie occidentale. Et pour ça, je vais faire un tout petit peu d'histoire sur les deux grandes périodes, 85-2005 et puis 2005-2025, pour voir ce qui s'est passé, comprendre aussi les changements fondamentaux qu'il y a eu avant de regarder les conséquences qui ont été dramatiques pour le champ politique. Et puis après, la seconde partie, bien sûr, c'est la plus importante, c'est que faire, comment mettre en œuvre cette relance de la démocratie occidentale, qui ne sera pas facile. Et là, je vous proposerai quelques pistes, mais bien entendu, je n'ai pas la prétention, surtout en plus dans un exposé qui va durer un quart d'heure, 20 minutes, de vous résoudre tous les problèmes de la planète. Hein. Je ne suis pas Bruce Willis, quoique lui, il met 58 minutes quand même. Mais bon, donc voilà. Alors, un peu d'histoire très rapide, parce que ce sont des choses qui sont peut-être connues, mais qu'il faut rappeler pour comprendre ce qui se passe. Eh ben, ça a été d'abord 85-2005, c'est la victoire de l'Occident. C'est-à-dire que l'URSS, qui était le grand ennemi de l'Occident, s'est effondré pacifiquement grâce à Mikhail Gorbatchev.
Et certains ont pensé en Occident que c'était fini, la fin de l'histoire, que la démocratie libérale occidentale avait gagné. Et cela a semblé vrai pendant 10-15 ans, avec des petits craquements à la périphérie, j'en parlerai peut-être tout à l'heure, mais essentiellement, qu'est-ce qui se passait sous l'aile bienveillante de l'hyperpuissance américaine? L'URSS et la Russie avaient été neutralisées, la Chine se développait harmonieusement sans vouloir embêter ses voisins à l'époque et surtout submerger les consommateurs occidentaux de produits bon marché, ce qui faisait que les consommateurs pouvaient consommer et les entreprises n'avaient pas besoin d'augmenter les salaires. Donc, tout était parfait. La démocratie gagnait du terrain en Amérique du Sud, notamment en Asie, voire dans certains pays d'Afrique. Il ne faut pas oublier l'Afrique du Sud quand même. L'Europe et l'OTAN s'élargissaient pacifiquement à l'Est. Le parapluie défensif américain permettait à l'Europe de toucher les dividendes de la paix et de nouvelles technologies, notamment Internet, promettaient une belle croissance et des lendemains radieux. Donc tout allait bien à l'époque et beaucoup parlaient de mondialisation heureuse. Bon, les quelques craquements périphériques, c'était quand même déjà la crise financière asiatique qui a fortement impacté l'Asie, mais nous, on n'a pas été touchés. Ça a été aussi quand même là, une forte montée du chômage avec le décrochement des couches populaires qui s'est traduite notamment en 2001 et 2002 lors des élections municipales puis présidentielles. Bon, au second tour, Le Pen a fait 18%, donc pour beaucoup, c'était quand même pas dramatique. Et cette fête, elle s'est achevée au début des années 2000 pour deux raisons. Elle a été gâchée pour deux raisons essentielles. D'abord, sous la pression et l'avidité des financiers et par la restructuration du capitalisme avec les technologies modernes, et aussi parce que le complexe militaro-industriel n'a pas voulu désarmer. Alors, je vais reprendre ces deux points rapidement. Bon, on a beaucoup travaillé sur la crise de 2008 donc, au Cercle Condorcet. On ne va pas y revenir, mais cette dégradation qui a eu lieu après a fait en sorte qu'on a asséché les patrimoines publics, on a moins investi dans les projets à long terme, surtout en matière d'écologie, et surtout, on a assisté à un fort creusement des inégalités. Alors, des inégalités plutôt à l'intérieur des pays qu'entre les pays, puisqu'effectivement, il y a un certain nombre de pays qui ont vu qui se sont développés, comme la Chine, des pays d'Asie, etc. Mais le fardeau a été très lourd, à la fois d'ailleurs dans les pays occidentaux, par le chômage et ce qu'ont souffert les couches populaires, mais aussi par une exploitation parfois sauvage dans différents pays, hein, notamment en Chine à l'époque. Il y a toute une génération qui était une génération sacrifiée. Et d'ailleurs, actuellement, les jeunes, ils ne veulent pas travailler comme leurs parents ou leurs grands-parents. Et en plus, les changements technologiques ont induit une chose qui a fondamentalement changé la phase du capitalisme, c'est que ce que les Américains appelaient le gagnant rafle toute la mise. C'est-à-dire que dans chaque type de service ou de produit, vous avez un gagnant qui émerge et qui a 90% du marché et qui devient un monopole et qui gagne énormément d'argent et qui vaut très cher. À la limite, si les fondateurs d'Apple, d'Amazon, de Meta, etc. sont très riches, bon, ils ont envie d'être riches, mais c'est même pas qu'ils le cherchent, c'est que naturellement, le capitalisme fait que ces gens-là se trouvent en position de monopole. Et quand vous êtes en position de monopole, si on vous propose de gagner plus d'argent, ben vous gagnez plus d'argent. Donc, c'est un point important dont il faudra tenir compte si on veut réfléchir notamment sur les inégalités. Bon, en parallèle, les budgets militaires s'étaient tassés dans les années 90. Ils ont doublé aux États-Unis entre 2004 et 2012 et fortement augmenté. Et je crois qu'il y a deux choses qui me semblent être importantes. D'abord, les Américains n'ont jamais voulu pardonner aux Russes de les avoir défiés. Donc il y a toujours eu un gros lobby aux États-Unis qui était anti-russe. Et deuxième chose, Francis Fukuyama avait publié un article très connu sur la fin de l'histoire au début des années 90, mais quelques mois ou 18 mois après, Huntington, un ancien conseiller à la sécurité de Carter, publiait Le choc des civilisations, en disant, bon, on ne cherchera plus à conquérir des territoires, les tensions, ça ne sera plus non plus lié à l'idéologie, mais ça sera lié aux civilisations, et notamment avec en ligne de mire l'islam qui est représenté
en grande partie l'axe du mal pour les Américains. Donc, cet environnement n'a pas permis ni à l'intérieur d'essayer de trouver un développement, je dirais, apaisé, harmonieux, ni à l'extérieur de réduire les tensions, et notamment aussi parce que ces tensions auraient sans doute provoqué un rapprochement entre la Russie et l'Europe qui aurait peut-être été difficile à gérer, mon cher Jean-Jacques, mais qui aurait certainement en partie déplu à certains Américains. Donc, cette perspective et cette évolution, deux grandes conséquences. Premièrement, l'effondrement de la social-démocratie. La social-démocratie, les partis socialistes se sont effondrés. Ils ont complètement divorcé d'avec les couches populaires. On l'a vu donc en 2001-2002, comme je l'avais dit. Bon, ça avait été théorisé par la fameuse note de Terra Nova. Et ça a été catastrophique, non pas parce que la carrière de certains politiciens du sociodémocrate a été abîmée, mais c'est surtout parce que ces partis avaient un rôle, et aussi les partis communistes, un rôle important d'offrir une vision du monde et d'offrir une espérance aux couches populaires. Et ce qu'appelaient d'ailleurs ces partis et les syndicats qui se sont aussi effondrés, c'est Sloterdijk qui parlait de banque de colère. Les gens, effectivement, les gens qui sont en souffrance ont besoin qu'on leur dise, bon, d'accord, vous souffrez actuellement, mais voilà, il y a des débouchés potentiels. Marcel Gauchet aussi faisait remarquer dès 2011 que les citoyens sont de plus en plus éduqués, de plus en plus informés, mais qu'ils ont de moins en moins prise sur leur vie. Et tout ça, ça vous crée des gens qui ne comprennent plus pourquoi ils ont des problèmes, qui ne comprennent plus pourquoi ils souffrent. En plus, quand ils voient qu'il y a des gens à l'autre extrémité qui sont extrêmement riches, ben ça crée les gilets jaunes. Et donc, ça crée quelque chose de très inflammable, et la politique devient un champ de ruines où les gens ne savent plus se parler, les riches ne savent plus comment les pauvres vivent. Et un ami l'autre jour me disait, j'en ai marre qu'à la télé on parle toujours des pauvres, etc. Il faudrait qu'on parle de ceux qui réussissent. Je lui disais, ben heureusement qu'on ne parle pas trop de ceux qui réussissent et comment ils vivent, parce que sinon, ça serait la révolution et les jacqueries totales. Hein. Bon, les élections sont de plus en plus contestées, et en plus, les réseaux sociaux, bien sûr, par l'émergence des fake news, des vérités parallèles, par aussi le fait, alors là aussi, c'est un fait presque scientifique, et c'est pas que les gens des réseaux sociaux soient mauvais, mais il est prouvé que si vous mettez quelque chose de violent, de négatif, etc., ça sera lu par les gens. Si vous mettez quelque chose d'argumenté et voire de positif, les gens s'en fichent. Et ça, il y a des tas d'expériences qui étaient faites. Donc, il y a eu des structures qui sont arrivées, c'est Trump, c'est les 5 étoiles en Italie, c'est un certain nombre de partis qui préfèrent les slogans et les bons mots au raisonnement, qui même se fichent totalement de dire des contre-vérités. Et ça, c'est très dangereux parce que c'est transformer un peuple de citoyens, et nous sommes attachés à la citoyenneté, un peuple de citoyens en une foule de gens qui suivent leurs émotions. Et ça, c'est très grave. Et les partis politiques se sont sclérosés, comme disait, là aussi peut-être pour faire un bon mot, on disait au Parti socialiste, la lutte des classes a été remplacée par la lutte des places, les camarades par des gens, et les courants de pensée par des clans quasiment mafieux dans certains cas. Voilà ce que sont devenir malheureusement les partis. Alors, c'est pessimiste, c'est lucide, mais je voudrais quand même essayer d'ouvrir des perspectives. Et quand tu dis c'est pessimiste et lucide, tu es bien d'accord que ça pourrait être discuté, ce que tu dis. Tout à fait, tout à fait. Mais bon, mais tout est discutable. Hein. Je suis prêt à ce que tout est discutable. Et je voudrais vous dire, c'est le fameux, parce qu'en France on est bon pour faire des analyses, mais le que faire et comment, on est souvent moins bon. Alors je vais vous proposer 2 ou 3 petites choses autour du que faire comment. La première chose, c'est définir une vision. La deuxième chose, c'est parler un petit peu d'un cadre politique institutionnel. Et puis après, mais là, je listerai juste les têtes de chapitre, 3 ou 4 chantiers qui me semblent être particulièrement importants, qui effectivement pourraient servir soit pour faire des plénières, soit avec des invités, soit pour un groupe de travail au sein du Cercle Condorcet. Alors, la première vision, la vision, c'est quoi? C'est que le développement de nos sociétés occidentales était marqué par la volonté de croissance et de domination
des autres sociétés. Maurice Godelier nous a parlé des centaines de milliers de morts dans de nombreux pays qui avaient eu lieu lors des colonisations ou des décolonisations. Donc, il y a eu quand même une certaine sauvagerie du monde occidental à certains moments, et même pendant plusieurs siècles, qui a laissé des traces. Donc, ça, exploitation des sociétés, mais aussi de la nature. C'est-à-dire que, là aussi, c'était le fameux croisé multiplié, et on a exploité la nature. Alors, ça a eu des effets positifs. L'allongement de l'espérance de vie en bonne santé, il y a 2 siècles, bon, les hommes, j'allais dire les femmes, non, parce que les femmes mouraient parfois plutôt en couche, mais les hommes vivaient jusqu'à 30-35 ans, c'était déjà quelque chose. La facilitation des tâches matérielles les plus ingrates et les plus dures, la maîtrise de certains aléas climatiques, naturels ou de la vie aussi, hein, le système de protection sociale dans certains pays, une meilleure qualité de vie quand même d'une partie importante de la population mondiale. Toutefois, on sent que le modèle atteint ses limites, bon, certes écologique, on a des inégalités croissantes, des tensions politiques ou géopolitiques importantes au niveau mondial. Et là, puisqu'on s'appelle le cercle Condorcet, je vais vous proposer une phrase de Condorcet qu'il écrivait en 1792. Alors, je ne vais pas faire d'anachronisme en vous disant que ça a été un des premiers écologistes, mais c'est quand même intéressant. Donc, il écrivait « La vie humaine n'est point une lutte où des rivaux se disputent des prix. C'est un voyage que des frères font en commun et où chacun, employant ses forces pour le bien de tous, en est récompensé par les douceurs d'une bienveillance réciproque, par la jouissance attachée au sentiment d'avoir mérité la reconnaissance ou l'estime. Une émulation qui aurait pour principe le désir d'être aimé ou celui d'être considéré pour des qualités absolues et non pour sa supériorité sur autrui. » Alors bien sûr, avec ce genre de philosophie, on ne va pas faire des empires, mais est-ce qu'il est nécessaire d'être Napoléon ou Alexandre? Peut-être que effectivement, d'être des bons humains, c'est peut-être bien. Donc ça, c'était plutôt sur la vision qu'il faudra discuter. Deuxièmement, sur le cadre politique, effectivement, on a une actualité qui est de plus en plus violente. La mondialisation heureuse a vécu et on assiste à l'émergence d'une radicalité, d'ailleurs qui même avait été théorisée par exemple à une université d'été des Verts. Il faut être radical, sinon on n'est pas entendu. Et il y a des radicalités religieuses, il y a des radicalités dans de nombreux domaines, parce que si on veut être écouté, si on veut être entendu, il faut crier fort, il faut éventuellement casser des choses. Et donc réfléchir à un cadre politique un peu plus harmonieux et apaisé. Et là, un vote général tous les 5 ans non plus n'est pas suffisant. Il faudra sans doute réfléchir aux institutions, mais le problème, c'est que beaucoup de pays ont des institutions très différentes, des modèles institutionnels très différents, et ont des résultats qui sont à peu près les mêmes. Et c'est pour ça que je ne reviendrai pas dans le détail, mais je pense qu'il faudrait qu'on retravaille ce que nous avait dit Pierre Rosanvallon lors de la plénière qu'il avait faite sur les institutions invisibles. Alors, je vous rappelle, l'institution invisible, c'est la confiance, l'autorité et la légitimité. Et effectivement, il disait que, bon, la confiance, c'est un petit peu évident, mais ça implique qu'on peut effectivement faire des paris sur la conduite des autres, on peut penser que si on fait des sacrifices, les autres en font aussi, etc. L'autorité, c'est rassembler autour de connaissances communes ou de langages communs pour viser plus une quasi-unanimité qu'une majorité arithmétique parfois limitée. Et Hannah Arendt a pas mal travaillé là-dessus elle dit c'est la capacité à se faire obéir sans coercition, l'autorité. Et la dernière, la légitimité, c'est effectivement tout ne se vaut pas, il faut savoir avoir le sens critique, mais aussi il ne faut pas que tout le monde puisse dire n'importe quoi sur tout. Et j'apprécie souvent quand j'entends certains sportifs à qui on dit qu'est-ce que vous avez pensé de tel discours politique. Ils disent, attendez, moi je suis sportif, je suis un citoyen, je peux réfléchir avec vous, mais enfin, ce n'est pas à moi de dire ce qu'on doit faire sur tel ou tel domaine. Et ce sont des institutions qui se confortent l'une l'autre et qui permettent de produire, donc, comme le disait Roland Zanvallon, de la temporalité, c'est-à-dire avoir le sens du temps et pas juste rester dans l'instant, de la régulation. Il faut que tout le monde accepte qu'il y ait certaines règles et puis qu'on ne puisse pas faire toujours tout ce qu'on veut, et de la coopération.
Et ça ne peut pas être fabriqué, encadré par des règles, c'est la qualité des relations dans un pays. Et la qualité des relations dans un pays, c'est aussi à condition que les inégalités ne soient pas trop fortes. Sinon, ça n'est pas, on ne peut pas les mettre en œuvre. Et je pense que ce cadre peut être fécond sur le plan politique, mais aussi pour résoudre les sujets, notamment de transition écologique, ça me semble particulièrement pertinent. Dernier point, comme je vous l'avais dit, c'est 2 ou 3 axes sur lesquels on pourrait réfléchir. Mais à mon avis, il faut réfléchir de façon un peu hors des sentiers battus. Parce que trop souvent, on a des gens qui décident dans les ministères. Alors là, avec ce qui se passe, on a un certain nombre d'associations ou de syndicats qui commencent à dire il va falloir faire les politiques avec nous. Bon, les politiques disent gentiment oui, oui, on va vous consulter, après on fera ce qu'on voudra parce qu'on va vous expliquer que Bercy a dit que l'Europe a dit que et que c'est pas possible. Mais voilà, je crois qu'il faut qu'on aille un cran plus loin et qu'on essaye de réfléchir en dehors des sentiers battus. Je vais vous prendre juste mes 4 points, si vous voulez, c'est la réduction des inégalités, le logement, l'éducation et le sentiment d'insécurité. Parce qu'il y a eu un déni de la gauche sur les problèmes d'insécurité ou ce sentiment d'insécurité. Et je crois que ça serait bien qu'on traite ces 4 problèmes. Et pour vous montrer comment je verrai qu'on les traite, mais ça on pourra en discuter plus après, ou éventuellement je pourrais écrire un petit papier là-dessus. Sur le logement, il y a des centaines de milliers de gens qui attendent des logements sociaux, il y a beaucoup de gens mal logés qui sont à la rue, etc. Sauf que lorsque je regarde en France, eh ben, on a assez de logements pour loger largement tout le monde. Sauf qu'ils ne sont pas au bon endroit. Ou le travail n'est pas au bon endroit. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi qu'on revienne à des choses peut-être qui peuvent paraître surannées, mais qu'on a connues dans notre jeunesse, Jean-Claude en parlait l'autre jour, mais sur de la planification, sur l'aménagement du territoire, sur la refonte de l'urbanisme, sur le fait qu'on accepte de la mixité sociale et qu'on ne soit pas en ghetto de très riches, de riches, d'assez riches, etc., et qu'on ne repousse pas plus loin tous ceux qui ne sont pas aussi riches, aussi bien que nous. Voilà. Donc, cette réduction des inégalités, voilà. On peut faire la réduction des inégalités, par exemple aussi sur les inégalités, creuser les inégalités. Bon, il y a eu des inégalités en termes d'espérance de vie qui n'ont pas été prises en compte dans la réforme des retraites. Il y a aussi une inégalité majeure, c'est les jeunes à 25 ans. Il y en a certains qui ont un gros bagage, d'autres qui n'ont rien. Et Piketty, par exemple, disait, bon, on va donner la moitié du patrimoine médian à chaque jeune à 25 ans, c'est-à-dire à peu près 125 000 euros. On va donner un chèque. Bon, ça serait très cher et ça aurait sans doute des tas de choses, des effets secondaires négatifs. En revanche, ce qu'il faut voir, si on fait ça, c'est qu'à 25 ans, il y a beaucoup de choses qui sont déjà jouées. Donc, moi, à titre personnel, je propose plutôt quelque chose où on commencerait à donner des choses petit à petit, à partir de 16 ans, pour que les gens puissent faire des études, puissent être étudiants et puissent se former, puissent se faire une culture. À mon avis, ça serait plus efficace. Mais ça fait partie de ce type de débat qui n'a lieu à peu près nulle part. Et au contraire, on dit, bah, on va mettre, et ça a été souvent la grande faiblesse de la social-démocratie, c'est il faut mettre de l'argent. Donc, on va taxer, on va mettre de l'argent et tout ira bien. Eh bien non, c'est pas comme ça. Donc il faut réfléchir de façon, en dehors des sentiers battus que je disais, de façon à être beaucoup plus efficace dans notre politique publique. Donc, oui, oui, j'ai fini. Bon, donc, je dirais, c'est pour calmer les excès du capitalisme. Il faut relancer la démocratie occidentale, mais aussi pour avoir des meilleures relations avec les pays du Sud. Et je crois que le travail important, à mon avis, c'est plutôt d'élaborer ces politiques publiques qui sont en phase avec les besoins réels des citoyens et surtout capables de recréer du lien entre eux. Merci, Michel. Cette introduction quand même assez fournie. Hein. Bah oui. Donc, bon, moi, je n'interviens pas à ce stade. Hein. Je pense que la discussion est ouverte, à la fois sur ce que Michel vient de dire, mais aussi sur des choses que vous auriez envie de dire hein, sur le sujet, sur certaines questions qui ont été abordées. Donc là, on n'est pas limité. Donc à vous.
parole. Vas-y, Denis. Vous avez vu que j'ai fait un petit papier également qui a été diffusé dans la convocation. C'est une synthèse. En fait, j'ai fait un papier de 8 pages parce que ce sujet m'est très cher depuis très longtemps d'ailleurs et que j'ai un peu réadapté lorsqu'après les législatives. Juste, je ne vais pas revenir sur tout ce que tu as dit parce que je suis à 80% d'accord. J'aurais juste un complément sur l'histoire. C'est-à-dire qu'en 89, il y a eu la chute du mur, qui est quelque part la chute d'une idéologie communiste. Parce que finalement, à cette époque-là, on avait une idéologie communiste ou capitaliste. Il y avait quand même deux logiques qui s'affrontaient. Et en 89, on a eu cette chute qui ensuite, qui effectivement, comme tu l'as expliqué, par la suite, on a vu la démocratie se développer et pas mal et je pense qu'en 2008, on a eu une première crise du capitalisme avec les subprimes et qui a été le début de la chute du capitalisme d'une certaine manière. Et je pense qu'aujourd'hui, on souffre d'un manque de vision de la société. C'est-à-dire que quand on voit ce que tu as expliqué, l'arrivée des réseaux sociaux, donc de la décision immédiate, c'est-à-dire sans analyse, sans lecture, sans argumentation, et donc un populisme qui finalement s'est nourri de ces réseaux sociaux, on voit aujourd'hui qu'il y a une pauvreté dans une vision de la société, et du coup une augmentation des inégalités, et avec le complotisme qui se met derrière les réseaux sociaux. Donc voilà, je voulais faire juste ce complément d'information. Moi, j'ai travaillé sur les constats qui rejoignent à peu près ce que tu as donné, même pour une grande partie. Moi, je dirais qu'il y a une grosse crise de confiance de la classe politique. Enfin, moi, je me suis focalisé sur la France. Soyons clairs, c'est déjà un gros sujet. On arrive à voir clair chez nous, c'est déjà pas mal. Même si, effectivement, le problème des démocraties, on le retrouve dans toutes les démocraties occidentales, des États-Unis, comme tu l'as dit, à l'Allemagne, l'Autriche, la FDR en Allemagne, etc. Mais c'est vrai que c'est pas que la France, mais si on raisonnait chez nous déjà. Je pense qu'il y a une crise de confiance envers les institutions et envers les politiques. Alors, envers les politiques parce que on voit que, alors, sans monter jusqu'à Hollande, mais la NUPES a créé quand même, a montré qu'il y avait des accords électoralistes qui étaient purement électoralistes, alors que c'était des groupes, des partis qui se mettaient ensemble, qui n'avaient pas du tout les mêmes visions sur des sujets de fond comme l'Europe, l'énergie, enfin bon, sur un certain nombre de sujets. Donc les gens n'ont pas lu, et d'ailleurs on a vu que la NUPES a explosé pour renaître sous le nom de l'AFP et qui risque peut-être lui aussi de ne pas faire long feu. Mais on ne sait pas. Mais en tout cas, la NUPES l'AFP s'est recréée pour encore des raisons électoralistes. Donc, je pense aussi que les partis politiques, hormis LFI, on peut travailler. C'est-à-dire que moi, vu un citoyen lambda et d'amis qui sont moyennement engagés, on n'a pas d'informations sur le PS, qu'est-ce qu'il a fait, quel est le programme du PS par rapport aux problèmes notamment de société, de la pauvreté, des inégalités, de l'intégration, de la sécurité et tout ce qu'on veut. Donc, je pense que les partis politiques n'ont pas travaillé. Et avant les législatives, moi j'avais regardé les statistiques, on voyait que les gens votaient de moins en moins. Il y a le Front populaire qui s'est républicain, qui s'est réveillé avec les législatives, mais sinon, aux dernières municipales, par exemple à Paris, il y avait 26% de votants. Donc on voit bien que les gens ne croient plus du tout dans la classe politique, ni dans les institutions, et on voit aujourd'hui la crise avec l'Assemblée, les trois blocs qui se sont créés, et les gens on voit bien ce qu'on a entendu. Beaucoup de gens qui disent je vais voter, ça ne sert à rien, donc je ne crois plus en l'Assemblée, je ne crois pas au président. Enfin bon, il y a vraiment un problème à ce niveau-là. Le pouvoir d'achat, tu en as parlé, donc je ne vais pas trop y revenir. Le logement, effectivement, est clé parce qu'on sait que ça représente entre 30 et 50% du budget d'un ménage ou d'une personne, si elle est seule. Et donc, je ne comprends pas, d'ailleurs, pourquoi on n'en parle pas davantage au niveau des politiques. Et il y a beaucoup de leviers, je ne sais pas si je vais en citer maintenant, mais je pense qu'il est important que la parole circule et qu'on partage déjà des constats avant de regarder des solutions. Mais pour moi, le logement, j'ai quelques idées sur le logement.
On y reviendra, peut-être. Donc, le logement me semble vraiment clé sur le problème du pouvoir d'achat, sans parler forcément d'augmenter le SMIC à X de 10%, de je ne sais pas combien de pourcents, qui pour moi poseront des problèmes d'emploi et d'équilibre économique macroscopique ou pas. Moi, je pense qu'il y a un troisième sujet, c'est le sujet au niveau de la société, de la laïcité, que tu n'as pas trop évoqué, qui me semble très, très important. Moi-même, pour l'avoir vécu, il y a quand même pas mal de violences au quotidien, que ce soit les particuliers à pied, en vélo, en voiture, ou pour les maires ou les députés, lorsqu'il y a eu des manifestations. Donc, il y a un problème de, je ne sais pas si c'est d'éducation, mais en tout cas de violence, alimentée par certains partis, je pense à les filles, vous avez compris. Il y a quand même une montée, je pense, du communautarisme. Je crois que c'est Jérôme Fourquet qui évoquait que l'orthopraxie avait augmenté de manière extraordinaire, c'est-à-dire l'orthopraxie, c'est-à-dire la capacité à utiliser au quotidien les préceptes de la religion, si tu veux, au niveau des musulmans notamment. Et puis, on voit effectivement que l'athéisme croît énormément au sein de notre société. Il n'y a plus que 4,5% de catholiques, mais que côté musulman, on a 38% de gens qui pratiquent. C'est-à-dire qu'on est passé en 10 ans de 15% de pratiquants à 38% de pratiquants chez les musulmans. Ça représente 10% de la population. Donc je pense qu'il y a un problème quand même de laïcité que la gauche ne traite pas. Je suis assez estomaqué de voir que la gauche ne parle pas de laïcité. Et il faut presque s'adresser à la droite pour parler de laïcité. Mme Barnier a failli créer un ministère. Il a supprimé, je ne sais pas pourquoi, le terme laïcité, mais à un moment donné, il était question de créer un ministère de la laïcité. Un troisième point, c'est les réseaux sociaux. On en a un peu parlé, donc je ne vais pas trop revenir. Mais le complotisme est quand même un sacré levier qui quand même pourrit énormément le fonctionnement de la société et qui renforce, notamment à travers les trolls gérés éventuellement par l'étranger, et qui renforce effectivement la montée des extrêmes, notamment de la droite. Bon, et puis sur l'éducation, oui, il y a certainement des problèmes c'est un quatrième point que j'ai évoqué, mais on a un petit peu parlé, je pense qu'on y reviendra plus tard, surtout ici. Mais bien sûr, il manque de moyens. Je pense qu'il y a aussi la mère de mes enfants était professeure, donc je connaissais bien le sujet aussi. Il y a quand même des problèmes, me semble-t-il, d'organisation, de fonctionnement. Et même moi, pour avoir fait des études plutôt d'ingénieur, à un moment donné, j'aurais bien aimé être professeur et avoir des passerelles, enfin avoir des possibilités d'une certaine forme de souplesse. Voilà, donc moi j'avais des chantiers, mais je voulais juste quitter un chantier quand même. C'était le chantier sur les institutions et l'application des citoyens. Je crois que la proportionnelle me paraît un point important au niveau de la démocratie, enfin pour renforcer la démocratie. Même si on est contre le RN, on peut difficilement accepter en tant que démocrate que 11 millions de personnes qui ont voté pour ce parti ne soient pas représentées dans les commissions à l'Assemblée. Voilà. Donc je pense que la proportionnelle est un bon moyen et serait un bon moyen pour monter des coalitions derrière. Parce que quand je parlais au tout début des problèmes de crise de confiance, beaucoup de gens, je crois une majorité, je crois 80% des Français aujourd'hui, je crois qu'il y a une enquête il n'y a pas longtemps, auraient aimé ou aimeraient qu'il y ait une forme de coalition, y compris avec la gauche, pour faire quelque chose de ce pays. Or, non, pour des raisons un peu dogmatiques, on refuse. Donc, je pense que la proportionnelle me paraît un point important, avec bien sûr des avantages et des inconvénients. Mais voilà, modifier le pouvoir de l'Assemblée, surtout sur la défense. Je crois que le millefeuille pour le vivre quand je suis dans le Midi me semble un point important, c'est-à-dire que l'organisation des territoires est aussi un coût budgétaire extrêmement important et un fonctionnement kafkaïen. À la limite, ils travaillent entre eux, ça génère du travail et peu de valeur ajoutée pour nos citoyens. Peu ou pas d'efficacité. Et puis, à l'époque des Gilets jaunes, on parlait du RIP ou du RIP.
Moi, je ne crois pas du tout personnellement dans des référendums, en tout cas nationaux, sur des sujets de fond. Je prends l'exemple du Brexit, qui a été présenté comme un sujet hyper basique. En France, c'est hyper complexe. Donc, autant, pourquoi pas faire des référendums au niveau d'une région, d'une ville, d'une commune, d'un département, mais certainement pas au niveau national. Non, parce que je regardais un texte de Myriam Revaud-Dallon qui parlait de la démocratie. Il disait que c'est investi par un questionnement sans fin sur le légitime et l'illégitime, sur le juste et l'injuste, sur l'ensemble des valeurs dont le pouvoir ordinaire le détenteur lui garantit. Bon, je ne vais pas tout lire, mais ça se terminait par ça implique un mode actif et permanent d'existence de contre-pouvoir et de la capacité des citoyens à peser sur leur avenir. Je trouve que c'était assez fort. Voilà, et je pense que les quartiers populaires, c'est un sujet brûlant. Il ne faut pas que la gauche occulte. La gauche, alors je pense à LFI, c'est focalisé sur les minorités, pour laisser, comme tu l'as dit, suite aux travaux de Terra Nova, la ouvrière, entre guillemets, qui n'existait plus beaucoup, c'est-à-dire ceux qui gagnent le SMIC. Mais je pense que les quartiers populaires, c'est un sujet qu'il faudra traiter, me semble-t-il aussi, il ne faut pas délaisser. Bon, j'arrête là parce que j'ai des recommandations que je vais faire le prochain. Jean-Claude. Juste quelques commentaires. Moi, je pense que l'histoire française, elle remonte au moins à 83, au tournant de la Rivière. Oui. Ah oui, je suis d'accord. On croit plus. Deuxièmement, 2005, vote contre le Rome, tel qu'elle n'est pas spécifique. Troisièmement, 95. Et avant, Chirac est élu pour, soi-disant, la fracture sociale. C'est une politique de droite. Donc, les politiques sont remplies. Je pense qu'il faut prendre en compte ces trois éléments. Et je rajouterais, si tu veux bien, Michel, c'est quand même 2011. Ça a transformé les études. Septembre 2011. 2001, pardon. Oui. Septembre 2001, transforme les États-Unis qui deviennent un pays guerrier, etc., et qui veut introduire par la force la démocratie. Et simplement ça. Et donc, ça fait des émules, quoi, hein. Ça augmente la violence. Alors, ce qui manque, à mon avis, dans vos deux, et je suis d'accord sur le fond, hein, bien sûr, ce qui manque, c'est l'évolution démographique de la société. Parce que le nombre de femmes seules avec gosses est considérable. C'est la majorité des pauvres, c'est bien souvent, enfin, un groupe important. Deuxièmement, le vieillissement considérable. Aujourd'hui, les gains de mortalité portent sur les 80 ou les 85 ans et plus. Ça devient un phénomène important et ça peut générer une certaine guerre des âges, qui est d'ailleurs assez bizarre parce que c'est le jeunisme, hein, chez nous, et on a plein de vieux dont on ne sait pas quoi faire, parce qu'on considère que c'est de la merde, quoi. Il coûte cher, j'en fais partie. Non, mais j'en fais partie, donc je suis partie prenante. Il coûte cher, c'est un trou pour la sécu, etc. C'est des sujets dont il faut se saisir. Et tu as oublié de nous dire, et tu l'as écrit, que parmi les jeunes musulmans, de moins de 25 ans, c'est redoutable, près de 50% considèrent que la charia l'emporte sur l'État. Alors là, c'est la catastrophe. Ils n'ont rien à foutre en France, ou alors on ne les a pas éduqués du tout. Non, mais c'est pas acceptable. Ou alors on porte tous des voiles. D'ailleurs, je ne sais pas, moi je rencontre une femme voilée, comme on disait au curé qui portait la soutane. En fait, c'est insupportable. C'est dire ce qui est. Donc la charia va bien. C'est en France, et c'est un danger quand même considérable. Alors moi, personnellement, je pense que compte tenu de ce que je viens de dire, je reprends mon approche par les temps de la vie. C'est-à-dire que les temps de la vie ne correspondent plus, l'organisation sociale des temps de la vie ne correspond plus du tout à ce qu'est la société. Donc, l'école n'est plus ce qu'elle était, donc là, il n'y a plus un problème de
l'éducation, avec les familles, avec Internet, etc. Le travail n'est plus ce qu'il était. D'une part, le travail a été considéré comme la seule valeur et toutes les autres activités sont considérées. Or, quand on prend sa retraite à 60 ou 65 ans, il y a plein d'activités positives pour la société et l'entourage social. Donc, il y a toute une réflexion sur le travail, parce que le travail à notre époque, enfin, du moins à la mienne, hein, on avait un travail, bon, c'était bien, et puis on faisait toute sa vie, c'était quand même, ça permettait à un certain nombre d'entre nous de se valoriser, et puis il y avait le travail contraint pour les ouvriers, pour certains, et c'est pour ça que ne voulaient pas prendre leur retraite trop tard, parce que c'était tellement contraint que, hein, bon, donc je veux bien distinguer. Le Covid a été par rapport au travail aussi très important. Il y a une étude que dans mon papier de 8 pages, je développe, mais donc les jeunes, mais les jeunes ne considèrent plus mettre la vie personnelle avant. J'avais fait le travail, donc la relation au travail à l'entreprise change. Et donc il y a un travail à faire sur le travail pendant la vie professionnelle. Puis il y a tout l'après. C'est-à-dire qu'il faut donner quand même du sens à la retraite et au quatrième âge. Qu'est-ce qu'il est? Ben, il n'y a rien pour l'instant. Il est considéré comme dépendant et gâteux. Merci. Bon. Mais je veux dire qu'il y a un vrai problème de statut social à donner à cette quatrième génération. Des auteurs qui transmettent, enfin, c'est des porteurs de l'histoire. Si on ne s'inscrit pas dans l'histoire, on n'a pas de société, etc. Donc, moi, personnellement, je pense qu'il serait intéressant de faire un groupe sur la distribution, enfin, plutôt la modification des temps sociaux avec cette coupure imbécile. Vous êtes formé, vous êtes actif entre 30 et 50 ans, parce qu'à partir de 50 ans, c'est vieux, hein, les entreprises n'aiment pas trop, hein, dans la fonction publique, pas encore. Et puis, cette retraite couperet imbécile à 64, 62, ça n'a aucun sens. Je sais qu'il faut tenir compte de durée. Bref. Voilà. Je propose éventuellement un travail qui permet de découper en éducation, en travail et en retraite, je veux dire. Jean-Michel. Non, il y a Ah, Jean-Jacques. Jean-Jacques. Non. Oui, moi je ne vais pas aborder dans un contexte français, je l'avoue, après avoir salué d'abord le travail remarquable de Michel, j'adhère totalement à tout ce qu'il a dit, mais je voudrais dans un contexte français aborder deux sujets complètement différents. Premièrement, sous forme de témoignage, je voudrais vous dire que vous n'imaginez pas l'abîme qui sépare une fraction des jeunes de la citoyenneté. C'est effrayant. Ma fille travaille depuis maintenant une quinzaine d'années dans la voie professionnelle, c'est-à-dire qu'elle enseigne en centre de formation d'apprentis, à Tourcoing. Et quand elle accueille les jeunes au début de l'année scolaire, ils ne savent rien. Et quand je dis rien, c'est rien. Ils vous mettront De Gaulle au Moyen-Âge. Si vous parlez de Léon Blum, ils n'ont aucune idée de ce qu'il est, ils n'ont même pas remarqué qu'il portait des noms de rue. Ils sont incapables de situer les grandes villes de France sur une carte. Même Lille. C'est inimaginable. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point ils sont complètement en dehors de tout. Et donc, ce sont pourtant des citoyens, parce que ces jeunes, en plus, ils arrivent en général assez tard, à la fin de la troisième, dans l'enseignement professionnel. Certains sont déjà quasiment majeurs. Et quand ils votent, on se demande vraiment pourquoi ils votent. Si la dernière fois, par exemple, ils votaient Front National parce que il est beau. Bardella. Je suis en train de dire Bardella, il est beau, textuellement. Donc, vous n'imaginez pas. Alors, je voulais, d'une part, rappeler votre attention parce que c'est quand même un témoignage direct. Elle ne cesse de me faire part de ses surprises, parce que même au bout de 15 ans, elle n'en revient pas de voir ce néant dans lequel le système scolaire a laissé une grande partie de notre jeunesse, en particulier donc dans les quartiers populaires, parce que là, j'évoque Tourcoing, dont le maire est si fier. Il en est si fier. S'il connaissait
quelle est la base, comment sont ces jeunes qu'il administre. On pense que lui-même aussi serait terrifié. Bon. Tout autre sujet qui n'a rien à voir. Tu as survolé le problème institutionnel. Mais je te le reproche pas du tout, puisque tu as fait un panorama d'envergure, dépassant de loin le cadre français. Mais sur le cadre français, moi, je voudrais vous dire qu'il m'a manqué à l'époque 2 ans pour refuser l'élection, pour pouvoir voter et refuser l'élection au suffrage universel du président de la République. Alors, si j'avais eu 21 ans alors que j'en avais que 19 à l'époque, alors vraiment, je peux vous dire que j'aurais voté sans hésitation pour dire non à ce référendum. Parce que beaucoup de nos malheurs sont venus de cela. La polarisation autour de l'élection du président de la République, ensuite le comportement monarchique de tous les présidents de la République, quels qu'ils soient, y compris Mitterrand, c'est un désastre. Et je pense quand même que ça contribue à la démobilisation des citoyens, parce que tout l'enjeu pourrait être de voter pour cet homme, et ensuite cet homme, tu l'as bien dit, la plupart du temps, les déçoit. J'en ai cité un, mais on pourrait en citer beaucoup d'autres. Bon, voilà. Donc, je suis réaliste, on ne pourra jamais revenir sur l'élection du président de la République au suffrage universel, parce que les gens y sont attachés, mais au moins faut-il une révision de la Constitution. Oui, moi je fais partie des gens qui militent pour la 6e République, je le reconnais honnêtement, parce que je pense qu'il faut que nous ayons un président de la République élu au suffrage universel comme dans beaucoup d'autres pays, mais qui ne soit pas le responsable sommital de l'État. On est un régime parlementaire. Enfin, l'Autriche, je ne citerai pas le nombre des pays, l'Autriche, la République tchèque, la République slovaque, la Pologne et tellement d'autres pays élisent un président de la République au suffrage universel, qui est le chef de l'État, qui est le représentant, qui est l'arbitre suprême, tout à fait d'accord, mais les pouvoirs réels, elles sont au Premier ministre. Et voilà, donc je pense qu'un jour, Et au Parlement. Et au Parlement, il faudrait quand même que nous militions pour mettre fin à cette aberration française qui nous vaut beaucoup de désagréments. Et donc, au-delà de cela, je suis d'accord avec toi, la proportionnelle nous aérerait un petit peu sur le plan du fonctionnement démocratique, surtout dans le cadre d'un régime parlementaire. Et d'autre part, je pense qu'il y a des propositions qui ont été faites, entendues par Dominique Bourg, de les connaître, peut-être même est-il déjà venu ici, mais cette idée, par exemple, d'une deuxième, d'une troisième chambre du futur, où, par exemple, une partie des citoyens pourraient être tirés au sort, ça, je crois que ce serait une innovation très intéressante, et cette troisième chambre se prononcerait obligatoirement sur toutes les études d'impact des projets de loi. Parce qu'aujourd'hui, tout projet de loi doit comporter une étude d'impact, mais qui s'en soucie? Personne. Personne, la plupart du temps, elles sont bâclées. Si par contre les études d'impact étaient soumises à une chambre du futur, ça serait tout à fait différent. Et si cette chambre du futur n'était pas comme le CESE purement consultative, mais en voie délibérative, ça changerait aussi beaucoup de choses. Voilà, je m'arrête là. Ce sont 2 sujets complètement différents, mais j'appelle vraiment votre attention sur le premier, parce que, oui. Voilà, parce que, voilà, c'est gravissime. William. Oui. Non, non, oui. Je suis globalement d'accord avec tout ce que j'avais 2 observations. La première, attention sur la laïcité. Quand j'entends lier laïcité avec les musulmans, attention, danger. La laïcité, ce n'est pas seulement le problème avec les musulmans, il y a d'autres choses. Il ne faut pas les lier forcément. C'est le meilleur moyen, à mon avis, pour braquer un certain nombre de pratiquants musulmans. La deuxième chose, c'est, je pense aussi au volet européen, qui pourrait peut-être nous sortir un peu d'affaires, parce que nous sommes bien seuls. On est maintenant, on est une petite nation. Il faut pas, c'est pas parce qu'on est au Conseil de sécurité qu'on est des gens importants. Maintenant, on est une nation au mieux moyenne.
Et donc, il faut peut-être investir sur le plan démocratique et au niveau européen. Et là, on a beaucoup de choses à faire. Ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire au niveau national. Mais il me semble qu'il faut faire quelque chose pour accélérer l'intégration européenne. Le seul, on n'y arrivera pas. Ça me semble, pour moi, c'est évident. Et le volet européen, pour moi, c'est très important. Et en particulier au niveau du système électoral. Notre système électoral, là, par exemple, là, le vote à l'Assemblée européenne, est pour moi complètement aberrant. Il faudrait maintenant passer le cap de listes transnationales. C'est pour moi une priorité. Voilà quelque chose qui pourrait peut-être améliorer le fonctionnement et la transparence, en tout cas, des institutions européennes. Et puis, par ailleurs, vous voyez certainement tous les jours, et surtout en ce moment, on ne sait pas qui nomme quoi au niveau de la commission, c'est l'opacité un peu complètement organisée, et c'est vrai que ça nous permettrait de mettre de l'ordre là-dedans avec la transparence, ça nous permettrait peut-être de sortir par le haut de ces affaires. Voilà, j'ai plein de choses à dire, mais je vais m'arrêter. Jean-Michel. Je voudrais revenir sur depuis le départ, même si pour trouver des solutions, il faut quand même les tailler un peu, sur les changements qui sont intervenus au cours des 30 dernières années là-dessus. Il y a eu très clairement la chute du mur, avec le fait qu'il n'y ait plus aucune autre solution que de toute façon quasiment libéraliste, proposée à chacun. Ce qui a fait dire à Warren Buffett, par exemple, la lutte des classes existe et on l'a gagnée. Et depuis, il y a ce que certains appellent la démocratie a été remplacée par la plutocratie, c'est-à-dire que ce sont les plus riches qui dirigent. Donc, on prend Trump, on prend Poutine, qui s'avère être l'un des hommes les plus riches du monde, c'est-à-dire que le pays qui avait représenté le communisme pendant longtemps est devenu l'un des pays des plus capitalistes, enfin, où les capitaux sont encore plus concentrés avec les oligarques. Bon. Et qu'a-t-on fait derrière au niveau des institutions? Pas grand-chose. Ces plus grands riches s'enrichissent tour à tour et on trouve presque ça normal. Je veux dire, à la limite, le peuple se tait, à de rares exceptions, et toutes les lois, tous les textes sont faits pour ça. La presse est rachetée par eux. C'est à une vitesse incroyable. Chaque mois, ils rachètent la presse dans tous les pays, etc. Donc, il n'y a plus de contrebalancement d'opposition à l'idéologie dominante qui est celle de les riches dirigent et c'est normal. Bon. Et les institutions, elles sont modifiées comme ça. Bon. Donc, on a commencé à voir ça, et je ne vais pas refaire tout l'historique, mais pour moi, 83 est un tournant, puisqu'on a vu la fuite des capitaux, et 2 ans avant, ce qu'a fait Soros en Grande-Bretagne, qui a réussi à gagner contre une puissance importante au niveau, en faisant chuter la livre, et à faire des profits. Donc, dès cette époque, on a compris que les capitaux devenaient plus forts que les États, y compris les plus structurés et les plus démocratiques. Bon, et là, ça pose la question, et je vais aller très vite, puisqu'il faut qu'on trouve des solutions, c'est comment faire de renverser en partie cette idéologie dominante. C'est normal que les plus riches continuent de devenir sans arrêt. Alors, on voit après tout ce qui est fait dans les politiques, la gauche, qui dit qu'il ne faut plus faire la révolution, d'accord, on dit c'est normal, on n'envisage pas un projet moderne, on va faire la révolution, un projet de société. Mais que peut faire, par exemple, la social-démocratie face à ça? Bon, c'est souvent s'y adapter un peu, dire on va corriger un petit peu, etc. Bon, en fait, on s'aperçoit que même les partis politiques sont dirigés par des gens qui, en fait, petit à petit, arrivent à une même classe et à une classe dominante. Bon, par le biais, quelle est l'origine des députés à de rares exceptions, etc. Et on est dirigé aussi, en dehors du fait des capitaux, on rejoint un peu Gramsci, par des intellectuels organiques,
mais par des professionnels de la politique. C'est-à-dire qu'il n'y a plus non plus de grands véhicules d'idées, puisque la politique est dirigée quasiment par des professionnels, des techniciens. Bon, je vais aller très vite après en disant où aller. Pour moi, il est indispensable d'essayer de modifier ces idéologies dominantes. Ça passe évidemment par l'éducation, le réapprentissage de la citoyenneté dont on parlait, et peut-être d'inventer au niveau politique quelque chose de plus efficace, qui ne soit pas, alors je te rejoins dans les critiques des LFI, la bordélisation n'apporte pas grand-chose et elle fait fuir, et elle ne fait pas le changement. Mais la démocratie trop fade, elle ne marche pas non plus. On a vu Hollande qui avait dit la finance c'est l'ennemi, et puis s'entourer de banquiers qui ont surtout qui l'ont conseillé, notamment de ne même pas différencier les banques de guichet et les investissements. Bon, ce que Roosevelt avait fait, ce que la Grande-Bretagne a fait, voilà la question. Comment modifier ça et avec quels outils? Et là, on avait une discussion culturelle. D'autres, Monique. Monique. Deux, trois réflexions. J'attire votre attention que ça vient de sortir ou qui n'est pas encore sorti. Boris Valle. Je l'ai entendu l'autre jour. Je connaissais très peu. Pas attention, c'est tellement intéressant. Vous parlez du mari de Najat Vallaud-Belkacem. Non, non, c'est son mari, mais il peut penser par lui-même. Permets-moi de faire un trait d'humour pour une fois que c'est le contraire. Pour une fois que c'est le contraire. Ah oui, bien sûr. Moi aussi, je faisais de l'humour. Non, je ne connaissais pas, donc j'avais la partie prise positive et négative. Je me demande s'il n'y a pas quand même, au sein de notre société politique, des gens qui commencent à se dire qu'on est à côté de la plaque, qu'ils sont à côté de la plaque. Alors, est-ce que ce sont des aveux de circonstances pour gagner, je ne sais pas, je me dis, tout le monde peut être là, peut être un peu suspecté. Mais quand même, il y avait des accents de sincérité et avec des choses. Il faut arrêter de faire des vaines promesses de lendemain qui chantent alors qu'on réalise rien du tout. Et c'est quand même rare d'entendre des hommes politiques faire de tels aveux. Il faut plus de sincérité, de vérité, de crédibilité, être moins déconnecté. Des gens qui ont besoin encore plus que d'autres qu'on soit proche de sécurité, équité dans le traitement, etc. Bon, ça me paraît très intéressant. Je n'ai pas lu, je n'ai lu qu'un extrait dans le livre. Je trouve ça intéressant. On commence à dire des choses assez vraies qui avaient commencé avec le rapport Terranova, justement. On a commencé à faire un semblant de. Deux petites choses autres. Moi, ce qui m'effraie beaucoup, ce qui m'a toujours fait peur, ce sont les mensonges des campagnes électorales. Je pense que sur le plan psychologique, c'est dévastateur. Mon ennemi, c'est la finance. Je sais que la phrase est un peu tronquée, on la sort un petit peu malicieusement de son contexte, mais il n'empêche que c'était bien ce qu'il pense. Et je pense qu'on fait beaucoup de mal, non seulement les gens ne plus ne croient plus à rien, mais même je pense qu'on vise des gens psychologiquement, sociologiquement, à proférer sans arrêt des promesses. Et tous les partis, la même chose. Là, il va résoudre tous les problèmes de l'immigration, il va renvoyer tout le monde sans problème. Voilà, on en passe et des meilleurs. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est extrêmement dangereux pour la démocratie. Quelque chose dont on parle peu, on ose peu le dire. Et une dernière chose qui m'interpelle, c'est que je me demande si on n'est pas dans notre pays, issu d'histoires assez révolutionnaires, etc., trop braqué sur un système d'égalité plutôt que d'équité. Parce qu'arriver chez ceux qui devraient le plus bénéficier de choses, je pense qu'il y a un ressentiment, parce qu'ils savent très bien que tout le monde bénéficie de la même chose, y compris ceux qui n'en ont pas. Moi, j'ai jamais compris quand j'étais jeune, j'avais pas beaucoup de filles, j'avais deux filles, je ne comprenais pas pourquoi je touchais les allocations familiales, je n'en avais pas vraiment besoin. Et ça m'a frappé très, très, très vite, j'avais 15 à 12 ans. Et donc, et ça, je pense que ça ne quitte pas notre pays. Je n'ai pas assez de connaissances pour en faire l'exégèse, on peut dire c'est notre système historique révolutionnaire qui a voulu ça.
Et je pense que les politiques ne font pas assez de différence. Tout le monde est au charbon quand on dit qu'il ne faut pas faire la même chose, il faut faire en fonction des revenus, etc. Par paresse ou par démagogie. On dit, ben voilà, on a donné. Ça, ce sont les choses qui me. Attends, j'aimerais juste répondre sur ce point-là. Deux ou trois petites choses. Alors, Stéphane Rosès, qui était venu ici, nous avait parlé de la passion française pour l'égalité, de la Révolution. Je crois qu'il avait même mis Renan, etc. Enfin, je ne me souviens plus exactement. Donc, effectivement, c'est un trait français. Alors, il faut faire attention parce qu'effectivement, l'équité, ça voudrait dire parfois de faire plus que pour tout le monde, pour ceux qui en auraient vraiment besoin, mais c'est compliqué. Et là, je vais juste vous donner deux pistes de réflexion. Un, ce sont les travaux d'Esther Duflo, donc, qui était prix Nobel d'économie, qui dit justement, il faut que les politiques publiques soient les plus larges possibles, qu'il y ait le moins de contrôle possible, parce qu'on s'aperçoit que souvent les pauvres, ce sont ceux qui remboursent le mieux leurs prêts, par exemple. C'est ce qui a donné la Grameen Bank avec le président de Bangladesh actuel. Et qu'en revanche, à partir du moment où on commence à mettre des conditions, c'est parfois difficile de remplir ces conditions, de fournir les papiers, les justificatifs, et ça stigmatise, ce qui fait que il y a, je ne sais plus quel était l'homme ou la femme politique qui disait, on va faire une commission pour le recours des droits, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne demandent pas et qui n'ont pas recours à leurs droits. Deuxième point aussi sur ce plan-là, c'est lorsque Patrick Veil était venu, il nous avait dit à un moment donné au Texas, sans doute, les gens avaient dû se tromper ou le soleil avait un peu tapé sur leur tête, ils avaient voté pour des élus démocrates et qui avaient mis en place un certain nombre de politiques pour tout le monde dans l'éducation. À l'époque, il faut dire, dans les années 60, les démocrates étaient assez racistes et souvent étaient dans le sud des États-Unis. Et donc, que ce soit des Noirs ou des Blancs, pour être cru, tout le monde avait droit aux mêmes bourses, etc. Et lorsque il y a un gouvernement républicain qui a pris la main, qui a dit, moi, je vais sabrer un truc, il a eu tous les paysans, on appelle ça les rednecks, parce que comme ils sont dehors, ils ont le cou rouge, ils ont des coups de soleil. Ils sont allés voir, leur dire, ils ont dit, hey, on a voté pour vous, on est républicains, mais moi, mon gosse, moi, je suis infirmier, j'ai pas beaucoup d'argent, mon gosse, il bénéficie de ces bourses, donc vous allez continuer à mettre les bourses pour les gamins. Donc, c'est aussi une pérennisation des choses, parce que si on commence à faire trop de segmentation, on risque de louper la cible, on stigmatise les gens, et en plus, ça peut d'autant plus facilement être remis en question. Oui, bien sûr. Oui. Oui, parce quand on diminue le prix de l'essence pour tout le monde, c'est vraiment rentable. Oui, parce que c'était compliqué à faire. Oui, oui, c'est vrai. Oui. Un peu à mes chiffres. On avait travaillé il y a très longtemps ici une commission culture. Oui. Et on avait proposé une carte qu'on avait appelée violette. Dans le même esprit que la carte verte, bleue, orange, donc c'était la carte violette, avec une carte qui aurait une puce qui donnerait la situation financière. Et cette carte aurait permis d'avoir des prix ajustés, adaptés à la situation d'équité. Et c'était pour les musées, là c'était dans une perspective de culture. Et ça pourrait très bien être étendu à tout, y compris la consommation, y compris l'essence. Et ça, c'est pas stigmatisant, c'est discret. La value, c'est dans la carte. Le pass culture était pas comme ça. Non, ça c'est d'autres choses. Non, le pass culture, c'est pour tout le monde. Oui, j'ai bien compris. L'identité, pardon? J'ai peur que ça soit compliqué en pratique. Parce que changer. Et les puces, on le change. Enfin, je veux dire, oui, mais c'est très facile de changer la puce. C'est-à-dire que les trucs doivent être simples. Voilà, de personnes qui n'y ont pas accès. C'était l'idée d'une carte très simple, qui soit l'identité financière et qui se met à jour comme. Il y a des problèmes de confidentialité énormes. Et surtout, en plus, voilà, il faut le vouloir, tu as raison.
Non, parce que C'est c'est pas un aussi peu bien c'est une facile. utopie qui peut avancer. C'est pas facile de. Non, mais on le fait déjà, on le faisait déjà, la cantine pour les gamins à l'école. Enfin, t'as un certain nombre de. C'est le quotient familial. Voilà. Ça, c'est Il fallait montrer son papier, il fallait les conditions, comme je disais tout à l'heure, ça rebute un peu des gens. Mais si on a une carte qui a ça, on n'a rien à réclamer, on a la carte. Quoi. Mm. Non. Un outil qui pourrait Mais c'est une forme. nous faire inventer autre chose. On peut estimer aussi que c'est une forme de fichage indirect. Facilement piratable. Oui. D'autres. Sur les lois. En fait, dans une entreprise privée, lorsqu'on met en place quelque chose, on fait un cycle de test. On généralise au bout d'un an, on fait un retour d'expérience, et s'il s'avère que la solution est bonne, on généralise. Pardon? Dans le public aussi, ça se fait. Alors, Dans pour les lois, l'administration, elles le font. oui, oui, bon, j'ai travaillé beaucoup dans l'informatique, dans le projet dans l'administration, mais pour les lois, je ne suis pas sûr que ça se fasse. Théoriquement, il y a l'évaluation des politiques publiques. Oui. Théoriquement, Mais C'est pas comme ça que ça se fait dans l'administration. On expérimente d'abord, et s'il y a des résultats positifs, on généralise. Oui, Plutôt dans ce sens. oui, c'est ce que je voulais dire. L'évaluation des politiques publiques C'est-à-dire, avait. on expérimente sur un site. Non, Vivray a pas mal travaillé. L'évaluation des politiques publiques, ça avait été défini par un gouvernement Rocard. Patrick Vivray, effectivement, y avait contribué. Et normalement, depuis cette époque-là, les politiques publiques doivent être évaluées post et pas simplement ante. Bon, ça a été quelquefois fait, pas toujours très bien, et souvent on n'en a pas tiré des conséquences intelligentes. Ça, je suis d'accord. Mais n'empêche qu'il y a eu un mouvement qui, comme beaucoup de mouvements dans notre démocratie, sont quelquefois un peu pervertis ensuite, d'une façon ou d'une autre, ou enterrés. Mais bon, peut-être qu'il faudrait remettre ça en valeur, hein, parce que c'est vrai que c'est important. Quelle expérience tire-t-on d'un certain nombre de lois, de mise en pratique de lois certaines ont prouvé leur valeur, d'autres non. On voit bien avec l'empilement des lois, des réglementations pour régler tel ou tel problème. J'en connais un parce que c'était le secteur et que parce que au moment où c'était pourtant une Gallois qui avait mis ça en place, le crédit impôt recherche. Bon. C'est un non-sens. C'est-à-dire qu'il faut une politique de la recherche, mais un crédit impôt recherche, non. C'est-à-dire qu'on a mis des niches fiscales pour favoriser soi-disant la recherche, et en fait, ça a favorisé des entreprises qui n'avaient rien à foutre de la recherche. Hein. Bon. Donc, c'est ce genre de choses qui... il y en a plein comme ça. Il y en a plein. Donc... non, normalement, il y a un office parlementaire. Il y a un office parlementaire d'évaluation des politiques. Il faut voir les moyens dont Chaque ministère a ses extrêmement peu par rapport aux États-Unis, par exemple. Chaque ministère a sa propre. Alors qu'en revanche, il y a des inspections gigantesques. L'inspection de la Cour des comptes, ils font des rapports magnifiques. Ça, c'est de la vraie évaluation. Mais il y a l'IGAS, enfin l'IGAS, c'est qu'il y a des inspections, l'IGAS, pareil. Il y a et les gouvernements, hein, on le dit toujours, le rapport de la Cour des comptes, il y a des dans un tiroir. Pas vraiment, mais c'est... On va regarder une page. Parler aussi d'une troisième chambre. Qu'est-ce qu'on attribue maintenant au Conseil économique, social et oui, non, mais justement, quand je dis troisième ou deuxième, quatrième, pas quatrième en tout cas, mais c'est peut-être le CESE qui peut être remplacé par une chambre du futur. C'est la proposition de Denis Bourg. Oui, parce que c'est pas peine d'en quitter.
Ah non, Non, mais il existe déjà. Mais Non, mais le CESE, alors, Oui, le- on l'a perdu. non, le CESE, non, alors, le CESE a un avantage, c'est que c'est une chambre qui est censée représenter la diversité de la société. C'est-à-dire, vous avez aussi bien la mutuelle agricole que le patronat, les petites entreprises, les syndicats, les associations, etc. Là, Il a dans l'esprit une origine un peu corporatiste. oui. On regarde les gens à qui on veut donner un. Ils ont joué un rôle important quand même dans les conventions citoyennes. Oui, non, mais je dis pas que c'est mal, hein. Qui malheureusement ne sont pas traduits dans les faits. Enfin, écoutez, moi, mon expérience des quelques rapports que j'ai lus, c'est que s'ils étaient mis en œuvre, eh ben, les choses seraient assez différentes. Donc, on peut critiquer l'origine des gens, on peut critiquer le mode de fonctionnement, tout ce qu'on veut, mais si leurs avis étaient respectés, les choses iraient beaucoup mieux. Oui, mais ce qui est difficile en politique, c'est pas regarder vos rapports, c'est vrai qu'il y a la corruption, toutes les après de se confronter au lobby, d'essayer il y a toujours des perdants, de recevoir les perdants, de se dire, c'est ça qui est difficile en politique. Alors ça, ces chambres de citoyens tirés au sort, c'est très bien, du rapport, on n'a rien, aucune force contraire, c'est très bien. Mais ce qui est difficile après, c'est de la faire appliquer, c'est ça la politique, c'est l'art du possible, c'est vraiment. Alors, Donc, l'avantage. moi, je trouve que ces chambres, ça servirait peut-être, mais on a bien vu les conventions citoyennes, ils ont fait effectivement des propositions tout à fait intéressantes. Et malheureusement, ça s'est un peu heurté à la réalité, à la possibilité. Il n'y avait aucune volonté de s'en servir. Mais il y a parce qu'il y a des tas de forces contraires qui sont très puissantes, et c'est ça qui est dur en politique. Donc je ne sais pas si ces chambres et ces rapports résolvent, parce qu'il y en a déjà plein. C'est pas ça qui est... Non, mais le CESE est une assemblée dans laquelle le débat est ouvert et C'est ça l'intérêt. l'ambiance, si je puis dire, est bonne. Et les rapports sont intéressants la plupart du temps. Mais le problème, c'est que c'est un organisme purement consultatif. Tout à fait. Donc, les gouvernements, finalement, s'asseyent sur les propositions qui ont été faites. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas que le CESE soit une mauvaise assemblée, mais il faudrait le remplacer par une assemblée qui est un pouvoir délibératif. C'est pour ça que la porte d'entrée ou la porte de sortie, moi je l'évoquais ici, il faut y réfléchir, mais c'est par exemple, en effet, travailler sur les projets de loi, sur leur impact futur. C'est ça, le chambre du futur, parce qu'on travaille sur l'impact futur de chacune des lois qui sont présentées. Et donc, il pourrait y avoir plus qu'un avis, une délibération qui soit opposable. Les rapports du Sénat sont excellents, il y en a eu Absolument, oui. oui. Absolument, oui. Mais comme Dieu n'en tient pas compte. Les derniers rapports du Sénat, 6 mois, on était un peu plus écoutés. Heureusement que le Sénat était. Ça, c'est un peu étonnant d'ailleurs. Il fait un meilleur rapport que la Chambre, parce que la Chambre n'a pas de moyens. Je veux dire, il faut se rappeler, quand on compare avec d'autres pays, vraiment un député, il a très très peu de collaborateurs. Donc ça veut dire que le Parlement, c'est la troisième roue du carrosse, la cinquième roue du carrosse. C'est aussi parce que je pense, ça a été un petit peu évoqué indirectement, le Parlement n'est pas un Parlement si indépendant que cela par rapport au pouvoir du président de la République et même du gouvernement. Alors que le Sénat est d'une certaine façon plus indépendant. Et ce qui est en cause, c'est aussi que le Parlement n'est plus le réel pouvoir. Hein. C'est presque un pouvoir domestique au service d'un président et de son parti ou de sa majorité. Donc dire que c'est un Parlement domestique, c'est quand même assez grave. C'est-à-dire que ça devrait être un Parlement de pouvoir, de décision.
des godillots. Oui, oui, oui. Alors, en plus, ça a été renforcé grâce à M. Jospin et M. Chirac, alors là, qui étaient tous les deux d'accord, avec l'inversion du calendrier. Ça, c'est Ah ben oui, et il s'est planté. qui s'est planté. Jospin. Ben, qu'est-ce qu'on fait? Moi, ce que je vous proposerais, c'est peut-être de prendre quelques sujets, parce qu'il y en a certains qui ont été évoqués. Bon, il y a certains un sujet d'institution au sens large, hein, je dirais, puisque l'histoire de la troisième chambre, d'autres choses, la répartition des pouvoirs. Mais je tiens quand même, si je puis me permettre, aussi à mes institutions invisibles, parce que ça, pour moi, ça en fait partie. Ça en fait partie. Je dois vous dire à titre personnel, de temps en temps, quand on voit, bah, en plus avec ce que tu m'as dit, mais quand on voit comment ça s'est passé en Ukraine et comment ils ont su se coaliser, faire leurs différences pour se battre contre l'ennemi commun, si ça nous arrive en France, je ne sais pas. Alors on a eu un mini-événement, enfin une mini-chose qui ressemblait un peu à ça, qui était la crise du Covid. Je pense qu'on l'a plutôt bien géré quand même. Je crois que l'ensemble des forces sociales a pas trop mal géré ça. Mais enfin, voilà. Donc, sur les institutions, je crois qu'il y a quelques chantiers plus verticaux comme l'éducation, le logement, la sécurité. Bon, on n'a pas parlé de drogue et de choses comme ça, de sentiments d'insécurité, toutes ces choses-là. Et d'ailleurs, dans la version longue que je ne vous ai pas donnée, il y a des choses intéressantes sur l'immigration. Il y a sur le temps long, il y a eu des sondages qui ont été faits sur. La question, c'est grosso modo, pensez-vous qu'il y a trop d'immigrés en France? Ben, de 68 à 2020, je pense que les citoyens français, même les plus pro-immigration, qui doivent être les socialistes ou les verts, sont au moins à 60% qu'il y en a trop, et très rapidement, on monte à 80 ou 90%. Donc ça n'a pas changé. Ça a été un invariant de tout ça. Et là, il y a toute une réflexion à faire, effectivement, sur la société et sur des choses comme ça. Oui. Non, mais on peut réfléchir qu'est-ce que ça veut dire et comment on le traite. Il faudrait comprendre ce que ça veut dire, parce que justement, il y a beaucoup d'apparence derrière ces chiffres. Et prendre ces chiffres stricto sensu, on peut se planter complètement dans l'interprétation. Parce que ce n'est pas parce que des gens pensent majoritairement quelque chose qu'ils ont raison ou que leurs raisons sont solides. Ah, mais je suis d'accord avec toi. Donc mais après, si ces gens-là ils mettent un bulletin RN dans l'urne, on a. Moi, ce que je racontais l'autre jour, et excuse-moi, je pense que c'est encore vrai dans un certain nombre de régions françaises. J'ai pas mal bourlingué par mon métier en France. La plupart des régions où on votait RN depuis longtemps, c'était des régions où il n'y avait pas d'étrangers, où il n'y avait pas de noirs. Mais c'est pour ça qu'il y a un sentiment d'insécurité. Oui, mais le sentiment d'insécurité. Est-ce que vraiment les chiffres montrent une augmentation? Alors la violence, oui, à Marseille, les histoires de drogue, ça, oui, très ponctuel. Enfin, malheureusement pas, oui, il n'y a malheureusement pas que Marseille, mais sinon, bon, il a un drame épouvantable. Bon, mais est-ce que vraiment les statistiques montrent une augmentation de la délinquance? On est un des pays où les mariages mixtes sont les plus importants, où ils sont les mieux acceptés. Donc il faut aussi prendre les choses comme elles sont. Vas-y, Eda. Oui, je veux dire qu'en fait, on est très soumis nous-mêmes à ce qu'on entend, à ce qu'on voit aux médias, à ce qu'on écoute, à ce qu'on écoute. Et en fait, il y a des gens qui disent exactement l'inverse de certains de vos constats. Et là, bon, il y avait un article récent, il y a un sociologue, je ne sais pas s'il a tort ou raison, mais qui dit la France est un pays de gauche qui vote à droite, en expliquant. C'est Vincent Tiberge. Ça, c'est, non. C'est peut-être Vincent. Non, mais c'est le sociologue Roger Su. C'est un autre. Mais enfin, il y en a plusieurs et qui expliquent, et ça par rapport aux vieux, entre guillemets, comme il y a un effet structure qui fait que les personnes plus âgées, dont nous sommes, votent plus que les jeunes. Et donc en fait, il y a aussi, enfin, alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais je veux dire, c'est pareil sur j'ai vu aussi récemment,
et pour s'occuper des personnes âgées, on ne leur donne pas assez de place. En fait, il s'avère que tout le système actuel avantage les retraités, les gens plutôt âgés, et au détriment des jeunes, et qu'on est dans un pays, parce que aussi, ce sont les vieux qui votent, aussi toujours pareil. Donc en fait, je ne sais pas qui a tort, qui a raison, mais je pense qu'en fait, sur beaucoup de sujets, il y a aussi énormément de simplification. Et d'ailleurs, quand on disait tout à l'heure, les gens, pourquoi est-ce que les partis disent des choses qu'après personne n'y respecte pas, mais pour finir, les gens, ils attendent qu'on leur propose des solutions extrêmement simples aussi. Donc vraiment, pour éduquer les gens à la complexité, alors que notre monde est devenu complexe et que nos médias sont devenus très, comment dire, dans l'instant et extrêmement simplistes. Oui, même les journalistes, les questions qu'ils posent. Et donc ça, c'est vraiment un problème d'éducation. Ça revient toujours à ça. Jean-Claude. On est un des pays quand même, entre guillemets, les plus intelligents. C'est-à-dire qu'on a des intellectuels qui ont... Non, mais c'est vrai. J'en parlais avec d'autres pays. Mais on est nul en pratique. Et c'est pour ça que ce que je veux dire, c'est qu'on a un nombre de productions de bouquins, de rapports. On sait tout ce qu'il faudrait faire. On ne sait pas comment. Et c'est ça la question. Les politiques, ils lisent rien, ils pensent à leur élection. Et l'administration non plus, bien souvent, ne lit rien. Moi, j'ai des copains, et j'ai moi-même travaillé dans l'administration. C'est effarant leur niveau de connaissance. C'est une vision très bureaucratique, très budgétaire, très comptable. Donc, très court-termiste aussi. Oui, oui, comptable. D'où le problème du futur. On voulait des trucs à 4 ans. C'est impossible, le budget il est annuel. C'est le genre de conneries, tu vois. Bon, mais je veux dire que c'est une vraie question. Comment les politiques et l'administration peut-elles s'éduquer un peu mieux, étant donné la qualité quand même de la production, que ce soit le Collège de France, que ce soit les sciences, on est très bon. Et en pratique, ça passe pas. Et en même temps, au niveau local, il y a des innovations fantastiques. Et l'administration n'en fait rien. Les politiques publiques. J'ai du mal à entendre ça. J'ai du mal. L'administration, elle administre. Son patron, c'est le politique. C'est le politique. C'est le politique. Moi, j'en viens d'un ministère, j'étais à l'ouest du cabinet, je vous assure que les fonctionnaires, même quand ils sont près du cabinet, ils administrent et ils reçoivent les ordres du cabinet. S'il y a des ordres, ils exécutent. Si on leur dit c'est à 2 ans, c'est à 3 ans, à 4 ans, ils font ce qu'on leur dit. Et leur rôle, c'est pas de bouquiner, non, c'est d'administrer. Il faut faire attention, non mais il faut faire attention à ce genre qui instille que c'est l'administration qui gouverne, etc., etc. C'est faux, c'est complètement faux. Ils sont là pour servir les politiques, quelles que soient les politiques. Et si, en ce moment, je peux vous dire qu'en ce moment, quand il y avait des ministres dits démissionnaires, ils souffraient. Parce qu'il n'y avait rien. Il n'y avait aucune direction. Donc il faut faire attention à ce genre de choses. Mais peut-être qu'il faudrait. Vous êtes en train là, de monter une corporation, c'est pas le cas, mais je vais vous donner un exemple. Il faut faire attention. J'ai travaillé au ministère des Affaires sociales. Il y a une excellente direction de la recherche, des études et de l'évaluation. Les directions, les hôpitaux, la DGS, ils n'en avaient rien à foutre. Bon, excusez-moi, c'est comme ça. Alors, je ne dis pas que l'administration ne lit pas, elle lit des rapports, elle lit des instructions, elle fait ce qu'on lui dit. Oui, encore. Oui, parce que le directeur général de la santé, qui était très habile, disait, monsieur le ministre, c'est très compliqué, et je vous donne ma démission. Ah, si c'est compliqué, on sait très bien que quand l'administration a la pérennité, le ministre a beaucoup de mal à innover. C'est tout ce que je veux dire. Ben oui, c'est peut-être des stéréotypes, mais c'est des stéréotypes qui ont été confortés par l'expérience. Bon, Jean-Jacques, bon, je pense que c'est un sujet qu'il faudra débattre, peut-être, la place de l'administration, du politique, des citoyens, des assemblées, etc. Qu'est-ce qui fait quoi? Je pense que c'est quelquefois beaucoup plus souple qu'on ne le croit, quelquefois beaucoup plus organique aussi. Bon, il faudra en discuter. Jean-Jacques. Je voudrais revenir un petit peu en arrière sur le problème de l'immigration et
finalement la réalité de ces statistiques qu'on nous oppose toujours. Parce que je vais prendre un exemple que Michel connaît bien. Nous habitons tous les deux le 20e. Comment expliquer que le 20e arrondissement de Paris est quand même, le moins qu'on puisse dire, fortement teinté Beaucoup d'immigrés. par l'immigration? Comment se fait-il que les deux circonscriptions du 20e arrondissement votent si fort à gauche? C'est bien la preuve que les gens ne sont pas obsédés, n'est-ce pas, par la présence d'immigrés partout. Hein, voilà. Paris est vraiment une exception. Alors Paris est peut-être un cas à part, je vous le concède. C'est vrai des grandes villes. C'est vrai qu'on a constaté qu'en Seine-Saint-Denis, le RN a grignoté, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais enfin bon, malgré tout, il y a des endroits qui résistent et pourtant, les immigrés sont là, bien visibles. Bien visibles. Mais quand ils sont pas visibles, on vote aussi le Front National, entre parenthèses. C'est aussi un peu dire. Est-ce que, bon, oui, moi je pense qu'il est 8h30. Ce serait bien qu'on dise, on ne va pas poursuivre la discussion, mais sur un certain nombre de thèmes, de questions qui ont été abordées aujourd'hui, qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'on fasse? Est-ce un groupe de travail sur un ou deux thèmes, faire venir des gens qui nous parleraient ou qui permettraient de débattre sur les questions qui ont été évoquées, que ce soit sur les constats ou sur les solutions. Comment? Si on en trouve sur les solutions, ça serait bien. Oui, non, mais déjà sur les constats et les analyses, il semble qu'on ne soit pas toujours... donc voilà. Est-ce qu'on peut déjà... Est-ce que vous auriez des questions précises, des noms de gens que vous aimeriez, avec qui vous aimeriez discuter? Est-ce que vous souhaiteriez faire un travail sur quelque chose? Bon, on peut peut-être se donner 10 minutes. Hein. La question que tu poses, c'est est-ce qu'on avait là? Est-ce qu'il y a une suite? Ouais, c'est pour la suite. C'est pour la suite. Et peut-être déjà, il faudrait se mettre d'accord sur les constats, parce qu'on les a tous un peu évoqués, de prioriser ceux sur lesquels on veut pousser, suggérer effectivement des chantiers. Je pense qu'on n'a pas fini de discuter ensemble. Et peut-être que se revoir pour valider les constats, les prioriser et en déduire finalement un, deux chantiers ou zéro sur lesquels les gens seraient d'accord pour travailler, pour produire quelque chose. C'est ça. Moi, je pensais aller plus vite, pas faire une deuxième réunion prochainement. Comme il est 35. Oui, mais justement, est-ce que déjà sur un certain nombre, on a parlé... Moi, je ne suis pas capable. Moi, j'ai plein d'idées que je n'ai pas évoquées. Non, mais le but d'un groupe de travail, c'est ça. Le but d'un groupe de travail, ça serait... Bon. Moi, ça me paraît quand même... ça me paraît chaud. Je veux bien les institutions, mais après, dans les institutions, on a dit beaucoup de choses sur les institutions. Il y a le proportionnel, il y a l'Assemblée. Et ça, c'est le groupe de travail qui en décide, si on fait un groupe de travail. Mais ce serait pas mal de faire un groupe de travail pour faire des propositions. Et sur quoi? Sur quoi? Oui, parce que si on ne veut pas le qu'on refasse une séance. Si, mais je veux bien qu'on refasse une séance, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'on a quelques mois. Hein. On ne va pas refaire une deuxième réunion dans 15 jours, du même type que ce soir, pour décider de ceci, cela. On peut le faire, mais je pense... Ce que je proposais, c'est déjà aujourd'hui, si on peut, sur quelques thèmes, on a parlé d'immigration, on a parlé de quartiers populaires, on a parlé de logement. Moi, sur le logement, je ne partage pas les opinions de Michel, par exemple. Donc, ce serait bien qu'il fasse venir quelqu'un. On peut faire venir quelqu'un. Sur l'éducation, pareil, on va avoir Jean-Paul Delahaye. Moi, est-ce qu'il y a des personnes, je pensais par exemple sur l'égalité et la transition écologique, demander à Cécile Duflot de venir. Parce que à la fois sur ce thème
de l'égalité, directrice d'Oxfam, et sur la question écologique, c'est-à-dire la transition, elle a des idées, elle est pas mal du tout. Je propose de la faire venir. Hein. Donc, non, ce que je propose, Denis, c'est tout de suite faire des propositions comme ça, ce qui ne nous empêche pas de nous revoir dans quelques mois, voire quelques semaines, pour approfondir ou créer des groupes de travail. Voilà. Bien, mais quelle est la finalité? Parce que quand tu fais venir cette conférencière ou conférencier, c'est ce qui se fait depuis un certain temps. Est-ce qu'à l'issue de la conférence de groupe, c'est un groupe de travail qui produira un document qui est publié? Est-ce que c'est ça la finalité? Ou est-ce qu'on s'arrête là? Ou est-ce qu'on s'arrête à la conférence? On est vachement content parce qu'on a écouté quelqu'un qui est brillant. Je veux dire, la question que je me pose là, c'est qu'est-ce qu'on veut? On peut faire venir plein de gens brillants qui savent plein de choses sur tous ces sujets-là. Tu vois, par exemple, l'immigration, est-ce qu'on veut travailler dessus pour contrecarrer ce que raconte le RN? Quelle est la stratégie qu'on a derrière? Est-ce qu'on veut faire quelque chose pour communiquer sur notre site, les points barres? Est-ce qu'on fait quelque chose pour le diffuser à je ne sais pas qui? Mais à quoi et à qui? Moi, je me pose cette question avant de travailler sur un groupe de travail. La proportionnelle, il y a plein de gens qui bossent avec des opinions très diverses. Bien, certainement même. Et donc, est-ce que ça sert à quelque chose, à la limite, qu'on travaille sur le proportionnel, même si on en est pour beaucoup convaincus que ça a un intérêt? Et quel est l'objectif? Je pose cette question toute bête. Progresser. Oui, voilà. Oui, je suis d'accord. Mais c'est ça que je propose. Dans la même optique, je rejoins aussi, je pense qu'on a besoin on a deux besoins, de trouver des plénières, bon, mais aussi d'une trame pour montrer une certaine cohérence et une meilleure implication de chacun. Alors que, on a parlé souvent, on assiste à des plénières, en fait, on n'a pas beaucoup aux solutions, aux propositions de solutions. Donc, je pense qu'il faut les deux. Il faut qu'on trouve des textes de première et des invités, mais il faut que ça rentre dans une certaine cohérence, dans un travail de méthodologie et de méthode qu'on va mettre en place. Donc, je pense que ça, il faut peut-être faire un groupe. Parce que autrement, on va attendre le mois prochain, on va assister à une nouvelle plénière et on dira, on peut en faire. Je vous propose de constituer ce groupe, mais bon, c'est tout. Mais je ne suis pas contre. On s'est déjà posé souvent cette question, hein, on est d'accord. Ce que je propose quand même, c'est à partir pour les mois qui viennent. Souvent on dit les plénières, ça sert on peut leur donner un fil rouge. Là, on est sur la question de la démocratie, des institutions, d'une vision pour notre société. Bon, est-ce qu'on ne peut pas déjà se proposer de faire venir un certain nombre de gens qui nous aideront dans ce travail qui sera peut-être piloté par un groupe de travail par ailleurs, pour avancer dans notre réflexion collective, puisque c'est un peu de ça dont tu parles et dont vous parlez, c'est-à-dire qu'il y ait une réflexion collective qui sorte d'ici. Bon, et je pense qu'on ne le fera pas tout seul. C'est pour ça que je proposais, si on pouvait déjà avoir, moi je proposais cette site du Flow, j'en ai d'autres en tête, mais vous pouvez, moi je peux la contacter. Je peux demander à Boris Vallaud de venir. Je pense à quelqu'un d'autre, Philippe Brun, un député qui est pas mal, avec lequel tu le connais. Bon, on peut leur demander de venir, ils peuvent nous donner leur opinion. C'est déjà partir sur des choses comme ça, ce qui ne nous empêche pas que vous constituiez un groupe qui définit une trame à plus long terme, disons sur l'année, quoi. Est-ce que c'est pas après ces rencontres qu'on pourra peut-être avoir une idée de l'usage qu'on peut faire de nos propres réflexions? On partirait sur quelque chose peut-être de plus clair, mais non, voilà ce que vous disiez tout à l'heure. Quel logique? Ça ne peut pas bien faire Philippe, excuse-moi, Jean-Paul. Je crois que je vais faire une provocation, parce que quelqu'un qui vient de parler du sujet, je croyais, sur le sujet de la soirée, qui n'a pas été traité. C'est-à-dire le problème de la démocratie, pas seulement en France, certes, mais dans le monde. Pourquoi y a-t-il ce rejet de la démocratie, c'est-à-dire en fait des oligarchies, la démocratie, tout le monde? Quelle est la cause structurelle?
C'est ça, moi j'ai des idées là-dessus, mais je ne vais pas engager un nouveau débat maintenant. Mais il y a des facteurs endogènes dans chaque pays qui expliquent cela. Mais c'est un phénomène global, c'est un phénomène français. Tout à fait. C'est un phénomène français, après tout, oui, avec des solutions. Mais non, c'est pas. On est dans une crise de l'oligarchie, on n'est pas de la démocratie. Ben, on en a un peu parlé avec Maurice Godelier de ça. Il y a l'argent, il y a la finance. Oui, il y a la finance. Oui, invitons Maurice. Non, mais on peut faire des petits textes quand même. Ah, mais On envoie les textes. C'est pas mal aussi. Oui, d'accord. Bon, si je le dis, je sais. tu le fais. Il y en a un peu apparaît. Mais on envoyait quelques textes. Et qu'on partage. Oui, bien sûr. Non, mais ce qu'on peut faire, effectivement, on a quand même déterminé 5, 6, 7, j'en sais rien, mais les textes, on peut en rajouter un ou deux autres, mais enfin, des grandes têtes de chapitres. Et après, effectivement, ça peut être aussi une bonne façon de travailler, que chacun, dans le mois qui vient, essaye de produire sur le sujet qui lui plaît une page d'idées, de problématiques, peut-être de style télégraphique, enfin, de ce que vous voulez, et ensuite, on collationnera tout ça. Et puis, moi, je sais que je serais très intéressé par le faire, par exemple, sur les inégalités. Il y en a peut-être d'autres qui sont meilleurs que moi sur le sentiment d'insécurité ou sur des choses comme ça. Sur le logement, ben, tu disais que tu n'étais pas d'accord tout à fait avec ce que j'ai dit. Ben, à ce moment-là, fais-nous une petite, Non, mais une petite fiche sur le logement. oui, je ne le ferai sans doute pas, mais je pense que non, mais je pense que le logement, c'est une crise séculaire. C'est pas, c'est une crise telle que sans doute pour le pouvoir d'achat, c'est pareil, et pour les inégalités, c'est des crises séculaires, c'est-à-dire que c'est un changement de société qu'il faut prévoir. C'est pas des mesures, c'est pas de la technodémocratie comme le fait Macron, c'est de la technodémocratie. C'est on va faire ceci, on va diminuer les impôts des entreprises, ils vont travailler plus, ils vont produire plus, les gens vont vivre mieux, etc. Ça, c'est de la technodémocratie. Pour le logement, ça fait à peu près 100 ans, la loi Loucheur, 1928, je crois. On favorise le logement individuel, les constructions, les petites maisons, c'est-à-dire c'est 1928, je crois. Bon. Comment revenir en arrière? Le désir des Français, c'est d'avoir leur maison. Bon, non, tout ça pour dire que on est un peu là, je te rejoindrai assez facilement, Jean-Paul. On est dans une impasse démocratique, c'est-à-dire que la démocratie ne paraît plus apporter de solutions. Les gens chacun a retrait de la démocratie, je ne sais pas. En Bulgarie, en Slovaquie, en Inde, en Afrique du Sud, des pays dans lesquels il y a à cause du mouvement. Il faut bien qu'il y ait des causes structurelles profondes. Le logement ou l'immigration, même dans les pays où il n'y a pas d'immigrés, ça concerne les sujets. En Afrique du Sud, il y en a beaucoup. Ils sont très mal traités. Bon, donc, si vous êtes dans la proposition de Jean-Paul, ceux qui veulent écrire, mais l'idée d'un groupe de travail, moi je veux bien qu'il se constitue. À la limite, les personnes qui se sont manifestées peuvent le faire. Et puis, l'un n'empêche pas l'autre. Et puis, les propositions d'intervention, parce que je crois que ça nous aidera à avancer en même temps, d'intervention de personnes qui nous parlent de leur point de vue sur la crise de la démocratie, que ce soit en France, où je pense qu'il faut la regarder aussi dans d'autres pays, je serais assez d'accord. Donc, qu'on le fasse dans les mois qui viennent. C'est-à-dire c'est ça le texte. Oui. Oui.
Oui, mais là, si tu veux commencer à tout traiter, tu en as pour 3 heures, quoi. Chaque pays peut y aller individuellement. Voilà. Bon, ça, c'était Je vais vous faire un texte. Voilà. Vous êtes d'accord? Bon, sur les, pas d'autres propositions de personnes à faire venir. Bon, donc il y aurait Cécile Duflot, Vincent Tiberge, Jean-Paul Delahaye. Bon, on peut demander à d'autres. Hein, vous avez d'autres idées? Sur l'immigration. Bon, on l'a fait. Faire revenir aux surveillants. Non, mais sur l'immigration, non, mais sur l'immigration, il en parle très bien. On peut faire revenir Patrick Veil. Il est souvent à la télé en ce moment. Il a très bien. Ah oui, Patrick, il n'est pas venu depuis un certain temps. 5-6 ans, Ouais. à peu près. Non, mais si on lui demande de revenir, je pense qu'il